Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ici aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir qu'on se trouve un autre endroit pour l'an prochain. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter les résultats de la 7e édition. On commence à avoir pas mal d'historique, puis quand c'est pertinent, on fait d'ailleurs des rappels avec les résultats des années antérieures. Sur 108 personnes, il y a peut-être 2 à 3 personnes ici qui ne connaissent pas ce midi. Donc, pour votre bénéfice, je vais vous expliquer un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez STIC. STIC, on a été fondé il y a près de 30 ans. En fait, on est une association d'entreprises multisectorielle, principalement manufacturière. On compte 700 membres et clients, donc à peu près la moitié membres, la moitié qui sont des clients non membres. Et d'ailleurs, on est fiers de publier notre liste de membres sur notre site Internet. Notre mission, en fait, c'est d'améliorer la compétitivité des chaînes d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Donc, on travaille à ce que les entreprises soient plus performantes, plus compétentes, et c'est bon pour notre économie. On compte sur le support de plusieurs partenaires. On les voit ici. Évidemment, je ne les nommerai pas tous. Donc, des grands partenaires, des partenaires régionaux, sectoriels aussi. C'est des gens avec qui on fait plusieurs projets à travers des années. Puis il y en a d'ailleurs là-dedans qui sont partenaires de STIC depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on les remercie. STIC, ça peut se résumer en 2 mots. On a retapé notre image de marque l'année dernière. Ça peut se résumer en 2 mots. Premièrement, STIC, qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens à trouver soit des fournisseurs, donc des fournisseurs qui répondent à leurs besoins parce qu'on a du personnel technique, on a des gens à l'interne avec notre base de données, nos réseaux de contacts, on trouve les bons fournisseurs. On est capable aussi, donc, à l'inverse, de trouver des nouveaux clients pour nos membres, des gens qui font affaire avec nous. Et entre les deux, on aide les gens à trouver des partenaires d'affaires, donc des gens qui vont leur permettre de travailler ensemble et d'aller décrocher des nouveaux contrats. C'est la première chose. Deuxième chose qu'on fait, on aide à améliorer les entreprises. On aide à améliorer les façons de faire, comment, avec nos activités de formation, nos visites industrielles, nos visites techniques, et surtout aussi notre programme Podium Aluminium. D'ailleurs, ça a été un programme qui a été très populaire en fait depuis 2009, et puis il y a près d'une centaine d'entreprises qui en ont profité. Donc, c'est très efficace. Si vous avez des questions après sur STIC, qui on est, ce qu'on fait, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, moi ou n'importe quel de mes collègues. Le baromètre, la méthodologie, comment ça fonctionne, ce sont des indicateurs qui sont mesurables. Ce n'est pas sur des intentions, des vœux pieux, des désirs. On demande aux entreprises leur situation en 2015 par rapport à 2014. Et donc, notre population, en fait, l'enquête est réalisée par la firme BIP. Notre population d'enquête, plus de 2500 PME manufacturières, entre 10 et 500 employés. On a 500 répondants, qu'on a rejoint 20 de notre échantillon, ce qui nous assure une bonne représentativité régionale, sectorielle et de taille d'entreprise. La marge d'erreur, je ne la comprends pas moi-même, donc je ne l'expliquerai pas. Ensuite, après avoir eu les résultats, on mandate un consultant expert, la personne de Simon Bastien, qui a fait l'analyse des résultats. Il a comparé nos résultats avec ce qui est publié ailleurs et on est capable de tirer des grandes tendances puis de croiser les données aussi. Et ensuite, on a validé tout ça avec un groupe de discussion qu'on a fait lors de notre dîner-conférence, notre assemblée annuelle, il y a un mois environ. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir un panel pour discuter des résultats. Donc, je remercie d'ailleurs toutes les entreprises qui ont bien voulu donner de leur temps et donner leur opinion. Je sais que certaines sont très avides de donner leurs commentaires, puis on est bien contents parce que c'est important de partager l'information. Secteur manufacturier, en bref, on voit le secteur manufacturier, c'est très important pour le Québec en termes de revenus, en termes de PIB. Ça fait travailler, c'est pas rien, ça fait travailler à plus de 400 000 personnes dans plus de 13 000 entreprises. Et ce qui est important de rappeler, des fois on a peut-être tendance à l'oublier ici, c'est que c'est une majorité de PME. Donc, 94 des établissements manufacturiers au Québec ont moins de 100 employés. Donc, c'est même, excusez le pléonasme, mais c'est même des petites PME. Donc, 94 en bas de 100 employés. On a beaucoup de très petites entreprises. Les principaux secteurs manufacturiers au Québec, le transport qui comprend l'aéronautique, la transformation des aliments et tout ça, et la première transformation des métaux. On voit les autres aussi. Là, j'ai plus grand punch parce que M. Côté en a parlé tantôt. Donc, l'année dernière, on a lancé la question, est-ce que c'est la fin du déclin du secteur manufacturier? Parce qu'en fait, si je rappelle les chiffres, la part du secteur manufacturier dans le PIB québécois au cours des années, en 2000, on parlait de 23,6 %. Ça a baissé drastiquement. 2012, 14,4 14,3 14,6 et 14,5 %. Donc,
On pense que la fin, on va pas mal atteindre le plancher. Maintenant, avec des initiatives comme celle d'Investissement Québec, on va travailler pour remonter ça. Donc, au moins, on pense que le pire est passé, puis on va regarder vers en avant. Au point de vue des ventes manufacturières, c'est important de noter, 2012 à 2015, une hausse des ventes, 3,5 %. Ce n'est pas majeur en termes de chiffres, mais c'est mieux qu'une baisse. Donc, on pense que ça s'en va sur le bon bord. C'est un secteur qui reste stratégique au Québec, le secteur manufacturier, en termes de dépenses privées d'R&D, des exportations et la rémunération globale qui est supérieure à l'ensemble des autres secteurs. Maintenant, les résultats proprement dits du baromètre 2015. Alors, on commence avec l'âme d'entreprise, donc ce n'est pas les machines. Le cœur de l'entreprise, c'est les employés. Alors, on pose toujours des questions aux entreprises par rapport à leur main-d'œuvre, le recrutement, la rétention. C'est une stabilisation au point de vue de la situation d'emploi. Cependant, ce n'est pas une stabilisation nécessairement qui est très positive, dans le sens qu'on voit ici en bleu, on a mis les entreprises, j'ai bien arraché, on a mis en bleu les entreprises, 73 %, donc près du 3/4 des entreprises affirment avoir des problèmes assez ou très importants de recrutement. C'est similaire à l'ensemble des autres années. Et en jaune, on voit 46 %, donc c'est des gens qui disent qu'il y a un problème assez ou très important de rétention des employés. Donc, c'est encore difficile pour nos entreprises de recruter, c'est encore difficile de retenir les employés. Plusieurs raisons qui expliquent ça. Les facteurs qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit, c'est un problème d'image pour le secteur manufacturier. C'est difficile d'attirer les jeunes. Ce n'est pas un secteur où les gens voient qu'il y a beaucoup de technologies. Puis on sait que les technologies, ça attire souvent beaucoup les jeunes. Donc, manque d'attractivité pour la population en général. Les gens nous disent en entreprise, l'arrimage entre les programmes de formation et nos besoins, ce n'est pas toujours adéquat, surtout de la formation en cours de route. Les gens nous disent qu'il y a encore du chemin à faire là-dessus. Concurrence entre les PME, quand il y en a qui en ont des bons, ils se les font voler par leurs compétiteurs. Et la rétention est difficile aussi auprès des plus jeunes employés. Évidemment, c'est un phénomène générationnel. Les gens n'ont peut-être pas toujours l'envie d'aller travailler 10, 20 ans pour une même entreprise comme c'était le cas il y a plusieurs années. Donc, quand on parle justement de rétention, d'attraction, la formation peut être un élément très important pour les entreprises. Alors, ce qu'on a fait, on a regardé au point de vue de la formation des employés dans les PME. On voit ici, pour l'ensemble des répondants, 17 % des entreprises disent qu'ils ont investi moins de 1 % de leur masse salariale en formation. 54 % ici entre 1 et 2 % et 28 % des gens disent qu'on investit plus de 2 % de notre masse salariale en formation. Évidemment, on pouvait s'attendre, il y a une grande variation au point de vue des tailles d'entreprise. Donc, les plus petites entreprises, les 10 à 19, sont 40 % qui ne mettent pas le 1 % de formation, de masse salariale en formation. Il faut dire que ces entreprises-là ne sont pas soumises à la loi du 1 %. Entre les 20 et 49, ça baisse. La plupart n'étaient pas soumises. La loi a changé de toute façon en 2015. Puis si on regarde les autres, 50, 99, 100, 500, on voit qu'il y a quand même 6 à 8 % des entreprises qui ne mettent pas le minimum, mais ces entreprises-là sont soumises à la loi. Alors, c'est un peu surprenant de voir que ces gens-là aiment mieux envoyer le chèque que de former les employés. C'est dommage. Les choses qu'on entend, c'est qu'on n'a pas le temps, c'est pas vraiment utile ou c'est une dépense, puis sur laquelle je n'ai peut-être pas un retour sur l'investissement. Mais est-ce que c'est vraiment une dépense, la formation? Ce qu'on a regardé, c'est qu'on a comparé les gens qui ont investi moins de 1 % avec les gens qui ont investi 2 % et plus. Donc, on a vraiment séparé les deux populations. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont investi peu, donc en bleu, ont des moins bons résultats que les gens qui ont investi beaucoup. Donc, les gens qui ont investi plus ont des meilleurs résultats au point de vue de l'augmentation du chiffre d'affaires, sont moins nombreux à en vendre qu'au Québec, donc à l'inverse, sont plus nombreux à vendre également à l'international, et sont plus portés à établir des partenariats avec les autres PME. Puis ça, les partenariats, on l'a vu au cours des dernières années, c'est 90 % du temps, les jeunes nous disent que ça a été bénéfique pour mon entreprise. Donc, la formation, c'est peut-être pas vraiment une dépense, c'est plutôt un investissement. Puis on essaie de passer le message. Après les employés, on va regarder maintenant au point de vue de la production d'une entreprise, production et sous-traitance. On regarde le dernier rectangle à droite, en 2015, le pourcentage d'utilisation de capacité de production des entreprises. Donc, à quel point les PME sont occupées. On voit 19 % sont occupés à moins de 50 % de leur capacité maximale,
39 entre 50 et 75, et donc 4 entreprises sur 10 à plus de 75 Il y a une petite hausse du groupe des 50 à 75 au détriment de l'autre. Donc, je pense que les entreprises ont l'air d'être un petit peu plus occupées. Par contre, ce qu'on voit, c'est que nos PME sont capables d'en prendre. Il y en a une proportion quand même importante, 60 qui sont capables d'en prendre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si on va faire des initiatives pour augmenter la performance de notre secteur, on sait que d'emblée, comme ça, les gens sont capables d'en prendre. Maintenant, le recours à la sous-traitance. On voit le dernier rectangle à droite, 64 des entreprises font appel à la sous-traitance. Et il n'y a pas une grande variabilité selon la taille d'entreprise. Donc, ce n'est pas nécessairement juste les plus grandes qui font appel à la sous-traitance, même les plus petites le font. Les gens le 2/3 des entreprises font appel à la sous-traitance pour à peu près 10 de leur chiffre d'affaires ou moins. Entre 10 et 20 du chiffre d'affaires, c'est le quart des entreprises. Donc, très peu d'entreprises donnent plus que 20 de leur chiffre d'affaires en sous-traitance. Les raisons qui sont invoquées, les gens nous disent, bien, écoute, je n'ai peut-être pas nécessairement la technologie, l'expertise, la capacité, les équipements ou le temps pour produire certaines choses. Puis à l'inverse, il y a peut-être des gens qui vont être plus rapides, plus efficaces, moins chers et en mesure de faire des choses que moi, je ne suis pas capable de faire à l'interne. Par exemple, un atelier d'usinage ou d'assemblage de trucs métalliques, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une ligne de peinture au complet pour servir une journée par semaine? Peut-être pas pertinent. On a peut-être mieux d'appeler Nathalie chez Sixpro, elle va se faire un plaisir de leur répondre. Donc, maintenant, au point de vue des investissements, donc après avoir passé les ressources humaines et la production, on va regarder du côté des investissements. On en entend beaucoup parler. Alors, on a demandé aux gens, justement, auprès des investissements, que ce soit en R&D, équipement ou en TIC, quel était le portrait de leur situation. Le titre est assez éloquent, « Baisse inquiétante des investissements ». En effet, on voit en bleu les entreprises qui investissent plus que 5 de leur chiffre d'affaires en achat d'équipement. Donc, les entreprises qui ont investi assez massivement en achat d'équipement, je pense que c'est assez clair, le gain de baisse. En jaune, orangé, c'est les gens qui ont investi plus de 5 de leur chiffre d'affaires en recherche et développement de produits ou de procédés. Ça allait bien, mais tout d'un coup, il y a eu une baisse. Donc, pour les équipements, les gens nous disent c'est difficile de m'équiper quand je n'ai pas de visibilité sur mes commandes. Quand je ne sais pas, dans 6 mois, qu'est-ce que je vais produire, c'est difficile pour moi d'aller m'acheter un équipement de plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a aussi la force du dollar, en fait, la faiblesse du dollar qui a fait que là, en 2015, ça aurait été assez dispendieux d'acheter des équipements en dollars américains ou même en euros. Donc, ce sont des facteurs qui n'aident pas au point de vue des équipements. Pour la R&D, les choses qui reviennent à peu près tout le temps, c'est changement dans les règles pour les crédits d'impôt au provincial, puis au fédéral, les règles n'ont pas changé comme telles, pas beaucoup, mais c'est plutôt leur application qui est beaucoup plus stricte qu'avant. Donc, ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles côté des investissements. Côté TIC, ça c'est la première année qu'on sondait les entreprises, donc on voit un peu plus de la moitié des gens investissent moins de 1 en technologie de l'information et des communications, 34 entre 1 et 2 et un petit 13 donc plus de 2 Donc, c'est des choses qu'on va essayer de monitorer au cours des prochaines années parce qu'on sait que la productivité, entre autres, passe par l'utilisation plus massive là, des TIC. Pourtant, investir, c'est rentable. Nos résultats le démontrent. Donc, les 3 prochaines images que je vais vous montrer, on a comparé ceux qui ont investi peu avec ceux qui ont investi beaucoup, comme tout à l'heure, et on va voir les résultats sur la performance des entreprises. Premièrement, au point de vue des achats d'équipements, donc en bleu, ceux qui ont investi peu, en orange, ceux qui ont investi beaucoup. Donc, on voit qu'il y en a ceux qui ont investi beaucoup. On est plus nombreux à avoir une augmentation de 5 de leur chiffre d'affaires, plus nombreux également à avoir une augmentation de 20 c'est très significatif de leur chiffre d'affaires. Même chose au point de vue du nombre d'employés, plus nombreux pour une hausse de 5 plus nombreux pour une hausse de 20 Et aussi l'établissement de partenariats avec des PME, donc les gens qui investissent plus en achat d'équipement sont plus portés à faire des partenariats. C'est intéressant de noter que j'attire votre attention sur, ici, au point de vue de la main-d'œuvre. Donc, on entend des fois dire, si tu achètes des équipements, ça va nécessairement et absolument entraîner la mise à pied d'employés. Bien, on est content de noter, nous, que quand même, c'est 500 entreprises. Là. Les gens qui ont investi plus en achat d'équipement ont été plus nombreux à créer de l'emploi significativement que ceux qui ont investi moins. Donc, achat d'équipement, ça ne veut pas nécessairement dire des mises à pied. Puis ça, on était bien content de voir ça parce qu'évidemment, on veut que le Québec progresse, on veut que les gens investissent, mais de l'autre côté, on ne veut pas que le résultat de tout ça, ça soit des mises à pied. Donc, ça, c'est un résultat qui est très intéressant.
Au point de vue maintenant des investissements à R&D, donc on voit aussi, c'est le même principe que tout à l'heure, les gens qui ont investi plus en R&D sont plus nombreux à avoir une augmentation importante de leur chiffre d'affaires, importante de leur nombre d'employés aussi, sont moins nombreux à vendre seulement au Québec, donc ce qui veut dire que quand tu veux vendre ailleurs, en général, tu vas être plus porté à investir en recherche et développement pour avoir un produit distinctif. Donc, ils sont plus nombreux à vendre à l'international et sont plus nombreux également à établir des partenariats. Donc, encore une fois, l'investissement à R&D, même s'il y en a qui nous disent que l'environnement est moins favorable qu'avant, ben on voit que les résultats sont quand même très probables. Ici, là, on a des résultats similaires aussi, je ne les nommerai pas tous, donc c'est bon pour le chiffre d'affaires, les ventes ailleurs et l'établissement d'un partenariat. Donc, les investissements, équipements R&D et l'éthique, nos résultats nous démontrent que les entreprises qui le font performent mieux que celles qui ne le font pas. Et s'il y en a qui pensent, ouais, mais c'est la taille des entreprises. La taille des entreprises dans les investissements, dans ces choses-là, n'est pas un facteur majeur. Il y a des petites variations, là, mais ça ne peut pas expliquer toutes les différences qu'on observe dans nos résultats. Maintenant qu'on a regardé les employés, qu'on a regardé la production, on a regardé les investissements, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne des ventes. Donc, on va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. En bleu, ce sont les gens qui ont eu une baisse d'au moins 5 de leur chiffre d'affaires, et en jaune, les gens qui ont eu une hausse. On voit qu'il y a une petite amélioration de 2013 à 2014, 2014 à 2015. Donc, ce n'est pas majeur, mais c'est quand même, je pense qu'on est en dehors de la marge d'erreur. Donc, il y a une petite augmentation sur ce côté-là. Maintenant, oui, il y a une augmentation. Par contre, le défi de renouvellement de la clientèle il demeure omniprésent. On voit ici en bleu les gens qui disent « Moi, j'ai moins de 10%, en fait, 10% et moins de mes commandes, c'est avec des nouveaux clients. » Donc, on voit que 58% des gens disent « Moi, là, j'ai moins de 10% de mon chiffre d'affaires qui est généré avec des nouveaux clients. » On sait, décocher de nouveaux clients, c'est des choses qui sont assez difficiles. Ce qui est plus inquiétant, c'est du côté de la petite barre orange, on voit que le tiers des entreprises ont la moitié de leurs ventes ou plus concentrées dans 3 clients importants. Donc, évidemment, ça peut mettre les entreprises à risque, surtout s'ils sont dans le même secteur ou dans des secteurs qui suivent les mêmes cycles. Avoir la moitié de ta business chez 3 clients, ce n'est pas souhaitable. Les entreprises le savent, font beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais les résultats démontrent ça cette année. Puis nos diagnostics d'entreprise dans le cadre de notre programme Podium démontrent aussi que c'est difficile d'élargir son carnet de commandes, c'est difficile de se sortir d'un certain nombre restreint de clients. On a demandé aussi aux gens la proportion des gens qui sont capables d'affirmer qu'ils gagnent un contrat sur 2. Donc, on a en orange, pour l'ensemble des répondants, les gens qui disent, donc on a 39% des entreprises qui disent « Moi, je gagne une soumission sur 2 quand je présente. » Et là, c'est intéressant de voir la différence avec la taille d'entreprise. Donc, la moitié des entreprises qui disent « Moi, je gagne une soumission sur 2 » pour les petites, 10 à 19, mais les 100 à 500, c'est seulement le quart des entreprises. Donc, on voit un bel escalier à ce niveau-là. Les raisons que les gens ont évoquées ou qu'on a remarquées, c'est une plus petite entreprise va peut-être être plus polyvalente, être capable de s'adapter pour les demandes changeantes, à s'adapter aux clients. Il faut dire aussi que les plus petites entreprises, souvent leurs clients, ils vont être plutôt dans ce groupe-là. Donc, c'est souvent plus des clients avec une relation plus personnalisée, des clients plus de proximité. À l'inverse, ces gens-là, ici, on va le voir plus loin, exportent plus. Donc, sont en compétition avec des joueurs mondiaux. Puis aussi, il faut dire que ces gens-là ici décrochent de plus gros contrats en général. Et c'est certain qu'un donneur d'ordre qui donne un contrat d'1 million va magasiner beaucoup plus qu'un donneur d'ordre qui va donner un contrat de 20 000 $. Donc, on pouvait s'attendre à des résultats, mais quand même, la différence est quand même assez marquée à ce niveau-là. Maintenant, l'ouverture sur le monde, enfin, où s'en vont les ventes de nos PME? Alors, les exportations. Dans le premier rectangle à gauche, on voit pour l'ensemble des répondants, 23% des entreprises disent « Je ne vends qu'au Québec ». 16% disent « Je vends également au Canada ». Le tiers disent « Je vends au Québec, au Canada et aux États-Unis ». Puis enfin, 28% disent « Je vends également ailleurs dans le monde ». Donc, à l'international, dans notre texte, c'est ailleurs dans le monde, à part Canada et États-Unis.
On voit évidemment, on pouvait s'attendre, les plus petites entreprises sont plus nombreuses à ne vendre qu'au Québec et à mesure que la taille d'entreprise augmente, les gens vendent de plus en plus sur des marchés étrangers. Mais quand même, si on regarde, si on fait la somme internationale des États-Unis pour les 10 à 19 employés, on voit quand même que ce que les gens nous ont dit, c'est que 44% des gens, des entreprises vendent, même des plus petites entreprises vendent ailleurs qu'au Canada. C'est quand même bien parce que les prévisions de croissance économique sont supérieures pour le reste du monde par rapport au Canada là, pour les prochaines années. La répartition maintenant, OK, on a demandé aux gens, OK, si tu vends au Québec et au Canada, dans quel pourcentage tu vends sur ces marchés-là? Alors, les gens qui vendent au Québec et au Canada, 76%, donc le 3/4 de leur vente, c'est au Québec, puis à peu près 1/4 au Canada. Ceux qui vendent également aux États-Unis en plus, on voit ici, les ventes, dans le fond, c'est les ventes du Québec qui ont baissé, ça tombe à 56%. Ils vendent 21% au Canada et 23% aux États-Unis. Et selon la même logique, ceux qui vendent également ailleurs, c'est une baisse au point de vue des ventes du Québec qui se fait au profit des ventes à l'international. Donc, les gens qui vendent ailleurs dans le monde, 36% au Québec, 16% au Canada, 27% aux États-Unis et 21% dans d'autres pays. Donc, on a quand même une belle répartition géographique des ventes de ces entreprises-là. Les facteurs qui sont favorables à l'exportation, vous les connaissez, présentement la faiblesse du dollar canadien. Il faut juste faire attention pour ne pas s'asseoir là-dessus. L'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne qui devrait entrer en vigueur dans les prochains mois, les prochaines années. Ce n'est pas présentement favorable, mais ça va l'être. La reprise graduelle de l'économie américaine aussi, évidemment, plus les Américains vont se remettre à produire, acheter, consommer. On a des chances de leur vendre parce qu'on vend quand même une bonne portion de nos exportations aux États-Unis. Et le retour des investissements manufacturiers, le reshoring. Donc, évidemment, quand il y a des capacités de production qui étaient dans les pays asiatiques qui sont ramenés au Canada, puis même aux États-Unis, c'est bénéfique. Pourquoi? Bien parce que, évidemment, on a peut-être plus de chances de vendre un donneur d'ordre qui est situé en Iowa qu'un donneur d'ordre qui est situé à l'autre bout du monde. Donc, même le reshoring aux États-Unis peut avoir des effets bénéfiques pour nos exportations. Cependant, des obstacles demeurent, on les connaît. Le manque d'informations, les marchés, la culture, les occasions d'affaires, c'est pas toujours clair. Les gens disent, je m'intéresse à tel marché, mais je ne sais pas trop ce qui se passe, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Le manque d'expertise à l'interne aussi. On ne développe pas les marchés étrangers comme on développe les marchés locaux. Il faut connaître ça. Les gens disent, je n'ai pas nécessairement à l'interne des ressources pour le faire. Les barrières qui sont les barrières obstacles légaux, commerciaux, administratifs, tarifaires, toutes les normes, tous les règlements qu'il peut y avoir, qui officiellement on a le droit de vendre, mais dans la vraie vie, c'est très compliqué à les vendre dans ces marchés-là. Puis évidemment, les coûts de transport et logistique, ça a un impact aussi. Si on veut vendre un produit au bout du monde, il faut qu'il soit drôlement compétitif parce qu'en partant, on a les délais puis on a les coûts et toute la logistique à tenir compte. Donc maintenant, pour cimenter les employés, la production, les investissements, les ventes, tout ça, bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, c'est la planification stratégique. On leur a demandé aux gens, avez-vous effectué un exercice de planification stratégique au cours des 3 dernières années? Et on voit en orange, pour l'ensemble des répondants, c'est à peine plus de 50% des gens qui ont dit « Oui, j'ai effectué un exercice de planification stratégique au cours des 3 dernières années ». Évidemment, sans surprise, les plus petites entreprises sont moins portées à faire une planification stratégique que les plus grandes. Cependant, quand même, on peut remarquer que ça plafonne à 71 %. Donc, il y a près de 3 entreprises sur 10 dans la tranche des 50 à 500 employés qui n'ont pas fait d'exercice de planification stratégique au cours des 3 dernières années. Ça nous semble beaucoup. On s'est interrogé pourquoi. Bien, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que là-dedans, il y a la présence souvent de filiales étrangères et souvent la planification stratégique va être faite ailleurs que dans la filiale, ça va être fait à la maison mère ailleurs. Donc, c'est peut-être une raison pourquoi il y a 3 entreprises sur 10 donc dans ce secteur, dans cette taille-là, qui ne font pas de planification stratégique. Mais il y a sûrement d'autres raisons aussi. Je vous dirais aussi que dans l'exercice de planification stratégique, c'est là qu'on va se questionner sur quel marché on veut viser, quel investissement qu'on va faire en TIC, en équipement, en formation, ces choses-là. C'est lorsqu'on fait un exercice de planification stratégique, lorsqu'on sort des opérations un petit peu, qu'on prend un peu de recul, c'est là qu'on se pose des questions puis qu'on prend des décisions. Alors, nous, ce qu'on s'est interrogé, on s'est dit, est-ce qu'il y a une différence, les gens qui en font une planification stratégique, est-ce qu'ils investissent plus que les autres? Ouf, oui, c'est ça que ça a donné, oui, ils font. Donc, on était content de voir ça. Donc, les gens qui font un exercice de planification stratégique,
sont en orange. On les compare à ceux qui en ont en bleu, ceux qui n'en ont pas fait. Donc, ceux qui ont fait une planif stratégique sont plus nombreux à avoir investi en formation, en R&D, en TIC, sont plus nombreuses aussi à avoir une hausse du nombre d'employés de leurs exportations, ils font plus affaire ailleurs et ils établissent plus de partenariats. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'un exercice de planification stratégique, ça a des résultats concrets sur les entreprises, sur leurs décisions d'affaires, leurs investissements. Puis on a vu tout à l'heure que les investissements, ça aide à propulser l'entreprise. Dernière acétate, les principaux défis à relever pour les PME. Avec tout ce que je viens de dire, on a beaucoup d'autres chiffres, on essaie de vous en garder les plus pertinents. Les principaux défis à relever, le recrutement donc, et la rétention de la main-d'œuvre spécialisée. C'est encore un défi, ça demeure à chaque année, on en a déjà parlé. C'est important de réussir à attirer les jeunes dans le métier manufacturier, c'est important de les former, c'est important de rendre ces métiers-là connus, attrayants, les avantages qu'on a à travailler dans le milieu manufacturier. Une fois qu'on les a attirés, il faut les former, puis il faut les retenir aussi. Donc, évidemment, les entreprises, avec les changements de génération, devront déployer des efforts pour être capables d'adapter les milieux de travail autant qu'on peut faire pour justement attirer puis retenir les employés. Les investissements en achat d'équipements R&D et TIC sont insuffisants. On l'a vu. On a vu aussi que ça avait des résultats positifs. Alors, il va falloir que les gens investissent encore plus. Évidemment, on ne peut pas prendre une décision pour chacune des entreprises. Chacun a sa propre réalité, chacun a ses propres raisons de le faire. Mais de façon générale, dans le secteur manufacturier, il faut que les entreprises investissent de plus en plus dans ces secteurs-là. Il en va de leur compétitivité, il en va même de leur pérennité face à la compétition internationale. Réduire la dépendance face à un nombre limité de clients, c'est jamais facile. Il faut que les entreprises déploient des efforts et qu'ils se fassent accompagner et aider justement à développer des nouveaux marchés. Chez Stick, par exemple, c'est ce qu'on fait du maillage industriel, donc on aide les gens justement à trouver des nouveaux clients. Et puis, par plusieurs de nos activités, dont entre autres la journée d'honneur d'ordre fournisseur à chaque automne, puis développer des marchés extérieurs. On l'a dit tout à l'heure, la croissance, selon les prévisions, risque d'être supérieure dans les autres pays qu'au Québec ou qu'au Canada dans les prochaines années. Donc, les exportations, c'est de l'argent neuf qui rentre, des marchés qui devraient continuer de bien aller. Vous savez, on dit que la Chine ne va pas bien, mais je veux dire, elle ne va pas bien parce qu'elle a une croissance de 6 % à peu près de son PIB. On aimerait ça que ça n'aille pas bien comme ça ici. Donc, puis en passant, la Chine, c'est notre deuxième marché d'exportation après les États-Unis. Donc, développer des marchés extérieurs, c'est encore une piste de solution pour les entreprises, mais ce n'est pas facile. C'est donc pour ça qu'on a mentionné comme un défi à relever. Alors, c'est ce qui m'a fait ma présentation comme telle. Après le panel, je vais être avec les panélistes. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Ou sinon, après l'événement, je pourrai répondre à vos questions aussi. Merci.